Thomas Porte, bonjour. En direct sur Bonjour. LCI, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu les déclarations dans Le Parisien ce matin de Gabriel Attal? Voilà ce qu'il dit. La conclusion de cette motion exprimera au final davantage un manque de crédibilité de leur part que la fragilité du gouvernement. Votre réponse? Je crois que encore une fois, ils prennent pas la mesure de la situation. Et moi, je voudrais pas qu'on inverse les rôles. Nous, on n'a pas déposé une motion de censure parce que nous avions décidé de le faire dès le soir du deuxième tour des élections législatives. Si. Nous avions souhaité que Elisabeth Borne vienne demander la confiance devant le Parlement, ce qui se fait traditionnellement depuis 30 ans. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle acte le fait qu'elle n'a pas de majorité à l'Assemblée et qu'il n'y a pas de majorité politique dans ce pays pour Emmanuel Macron, ni pour appliquer son programme. Donc nous, on a déposé une motion de censure à la suite du refus de demander la confiance pour que chaque parlementaire puisse exprimer son opposition ou pas, ou son soutien au gouvernement. C'est ça la réalité. C'est pas une motion de censure pour une motion de censure, c'est simplement un acte politique pour dire que la Première ministre refuse de demander la confiance, ce qui est quand même inédit depuis 30 ans dans la Ve République. Donc nous, on propose une modalité pour que chacune et chacun puisse se positionner sur le discours de politique générale qu'a fait Elisabeth Borne la semaine dernière. C'est ça la réalité de la motion de censure. Donc vous savez que c'est vous à l'échec, mais vous voulez juste vous exprimer. Et elle n'est pas, je le dis, elle n'est pas, parce que ça a été dit tout à l'heure, elle n'est pas que à l'initiative de la France Insoumise. Elle a été signée par la quasi-totalité des parlementaires de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Donc toute la gauche et les écologistes, moins un, vous l'avez souligné, ont signé cette motion de censure. Donc c'est un acte politique de défiance à l'égard du gouvernement pour dire que ce n'est pas normal qu'elle ne demande pas la confiance aux parlementaires qui sont l'expression du suffrage universel au soir du deuxième tour des élections législatives. Virginie? Oui, Thomas Porte, bonjour. Toute la gauche, moins une voix, ça ne fera pas adopter cette motion de censure. Est-ce que vous ne craignez pas que tout compte fait, ça finisse par se retourner contre vous et que la majorité dise, regardez, ils font des motions de censure qui échouent, on a malgré tout encore derrière nous suffisamment de soutien pour continuer à gouverner. Est-ce que ça ne pourrait pas être un piège qui se referme sur vous-même? Non, parce qu'on est aussi dans notre rôle. Si on était d'accord avec Emmanuel Macron, on serait dans la majorité. Et l'opposition, elle est aussi là pour porter les idées, les voix de celles et ceux qui nous ont portés dans l'hémicycle et qui sont en désaccord avec la politique et avec le discours d'Elisabeth Borne. Donc c'est pas un piège dans lequel on va se retrouver enfermé. Simplement, je crois qu'il y a beaucoup de personnes dans ce pays qui ne se sont pas retrouvées dans le discours d'Elisabeth Borne, qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron lors du second tour de l'élection présidentielle par choix, mais par défaut. Donc aujourd'hui, encore une fois, n'inversons pas les rôles. C'est pas une motion pour une motion, c'est simplement pour dire nous souhaitions que la Première ministre, comme c'est d'usage, demande la confiance, et ça aurait été tout à fait normal. D'ailleurs, peu de personnes n'ont pas compris qu'elle ne demande pas la confiance. Simplement, c'est acter le fait qu'elle n'a pas de majorité politique et que dans les semaines à venir, il y aura des discussions très fortes au Parlement, notamment sur le projet de loi pouvoir d'achat, pour essayer d'avoir de véritables solutions. Ça c'est intéressant. Vous dites, vous n'êtes pas d'accord avec Emmanuel Macron. Vous ne serez jamais d'accord avec le gouvernement. On pense justement à ce projet de loi sur le pouvoir d'achat. Est-ce que ce ne serait pas finalement le seul texte que vous seriez en mesure de voter? Mais écoutez, nous, on n'est pas sur une posture de dire on est en désaccord parce que c'est Emmanuel Macron. On regarde ce qu'il y a dans le contenu du texte. Et quand on voit la loi pouvoir d'achat qui est arrivée, c'est pas une loi pouvoir d'achat. Il y a encore une fois celles et ceux que Emmanuel Macron a lui-même qualifiés il y a quelques jours au G7 de profiteurs de crise, c'est-à-dire les super profits, n'ont pas été mis à contribution. Et je donne deux exemples simplement pour que les gens qui nous regardent comprennent de quoi il s'agit. La hausse des loyers, 3,5% plafonné. Mais au final, c'est quand même une hausse de 3,5%. Et si on prend le loyer moyen en France, qui est de 700 €, ça fait 300 € supplémentaires par an à sortir de la poche de celles et ceux qui sont locataires. Deuxième chose, la communication autour du dégel du point d'indice des fonctionnaires. 3,5%. Le gouvernement dit c'est super, c'est génial. Tous les éditorialistes, y compris sur vos plateaux, disent que l'inflation va être de 6 à 7%. Donc ce n'est pas une hausse du pouvoir d'achat. Donc il n'y a pas de mesure structurelle dans ce projet de loi pour répondre à la crise qui est aujourd'hui dans le pays qui est majeure. Donc nous, on mettra des propositions sur la table. Un nouveau plan qui va coûter jusqu'à 25 milliards d'euros. Il en faudrait encore plus pour vous? Bien sûr qu'il en faudrait encore plus, mais il y a une question qui est évacuée, et je le redis ici, de ce projet-là, c'est la question des recettes. Parce que nous, évidemment, on est d'accord pour dire qu'il ne faut pas tout le temps avoir une dépense publique sans mettre à côté des recettes. Nous, on a fait une proposition, une taxe exceptionnelle de 25% sur les super profits. Il y a des choses dans ce pays qui sont indécentes. Le PDG de Total, qui vient, dans l'entreprise, je termine là-dessus, vient de réaliser 5 milliards de bénéfices au premier semestre. C'est augmenté de 52%, et ces gens-là ne sont pas mis à contribution, alors que les Françaises et les Français tirent la langue depuis des semaines. C'est pas sérieux. Arlette Chabot. Alors, puisque le président de la République, effectivement, a évoqué les profiteurs de guerre, je ne pense pas que ce soit les propriétaires qui louent en France qui soient des profiteurs de guerre. En revanche, vous citez Total. Quelles entreprises, en dehors de Total, pourraient être touchées par
une taxe supplémentaire, un prélèvement exceptionnel selon vous? On va jusqu'où? Nous, on a ciblé les sociétés pétrolières et gazières, les sociétés de transport maritime, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le fret maritime a des coûts qui explosent, et les sociétés autoroutières, dont on sait que les dividendes qui sont dégagés sont absolument astronomiques. Donc déjà, nous, sur cette première taxe-là, on estime que c'est entre 10 et 11 milliards qui pourraient être remis dans le pot commun pour financer des aides à destination de celles et ceux qui souffrent. Donc voilà, aujourd'hui, évidemment, nous, quand on parle de taxes sur ces gens-là, on ne cible pas les gens qui louent des appartements. D'ailleurs, si on prend l'exemple des bailleurs sociaux qui sont déjà en grosse difficulté, nous, on est pour le gel des loyers, mais que l'État compense pour ne pas mettre en difficulté les acteurs du secteur public. Donc, vous voyez, il n'y a pas de démagogie dans notre proposition. Simplement, on dit que celles et ceux qu'Emmanuel Macron a lui-même taxés de profiteurs de guerre ou de crise doivent être mis en contribution. C'est pas possible qu'on ait aujourd'hui dans ce pays des entreprises du CAC 40 qui aient battu un record de versement de dividendes en 2021 et qu'on soit incapable de dire vous avez accumulé une richesse incroyable, il est temps aujourd'hui de la partager pour permettre à chacune et chacun de s'en sortir. Un petit clin d'œil pour terminer. Est-ce que vous avez vu que Gérald Darmanin prenait pour modèle Jean-Luc Mélenchon? C'est dans l'interview accordée au Monde. Regardez ce que dit le ministre de l'Intérieur. Au moins, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen savent parler aux tripes. Dans la majorité, il faut qu'on apprenne ça, avoir plus d'empathie, d'écoute. Qu'est-ce que ça vous fait réagir? En tout cas, on ne peut pas dire que le discours d'Elisabeth Borne la semaine dernière ait fait preuve d'empathie et parler aux Français. C'était un discours ultra technocratique avec des formules creuses qui ne répondent pas à la crise. Et encore une fois, je vois que Gérald Darmanin ose la comparaison entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Mais ce n'est pas les membres de la France Insoumise ou de la Nouvelle Union Populaire qui ont voté pour des candidats d'extrême droite pour accéder à la vice-présidence de l'Assemblée. C'est bien les membres de la majorité du gouvernement. Merci beaucoup Thomas Porte d'avoir été en direct sur LCI.